Donc la mucoviscidose, c'est pour mucus visqueux, mais en anglais le terme c'est cystic fibrosis, pour fibrose kystique. Et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, le point d'accent il est mis sur une atteinte qu'on retrouve au niveau du pancréas, avec, comme on le verra tout à l'heure, la formation de kystes et de fibrose. Donc quelques chiffres en France, la mucoviscidose, ça touche une naissance sur 4500, ce qui veut dire qu'on a environ 200 enfants qui naissent chaque jour en France avec la mucoviscidose, et ça représente à peu près 7300 personnes en tout qui portent la maladie. Donc la mucoviscidose, c'est une maladie génétique, donc on a des mutations sur le gène CFTR qui est sur le chromosome 7, et le gène CFTR il code pour le canal du même nom, donc le canal CFTR. Alors à quoi il sert ce canal? C'est un canal qui va permettre les échanges d'ions chlorure, Cl-. On est majoritairement sur une sécrétion de ces ions chlorure au niveau des cellules exocrines. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce canal, il va aussi contrôler la sécrétion de beaucoup d'autres électrolytes, avec par exemple les bicarbonates, HCO3-, et aussi les ions sodium, Na+. Donc c'est une maladie qui se transmet de manière autosomique et récessive. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Déjà ça implique que autant les garçons que les filles vont pouvoir être atteints par la mucoviscidose. Et vu qu'elle est récessive, ça veut aussi dire qu'il faut avoir les deux gènes mutés pour avoir la maladie. Donc les parents des enfants mucos, eux, ce sont ce qu'on appelle des porteurs sains. Donc ça veut dire qu'ils ont la mutation cachée sur un seul de leurs gènes, mais donc elle ne s'exprime pas, donc ils n'ont pas la maladie, mais ils ont le risque de la transmettre à leur descendance, avec du coup le père et la mère qui vont donner chacun le gène muté, et donc l'enfant a 25% de risque finalement de développer la mucoviscidose. On recense plus de 2000 mutations au niveau du gène CFTR, donc c'est un gène qui est quand même assez instable, et toutes les mutations finalement sont regroupées sous un système de classes, allant du coup de la classe 1 qui est la plus sévère à la classe 5. Donc on peut soit avoir vraiment une absence de canal, donc ça voudrait dire que ça va être un canal tellement aberrant qui va être détruit tout de suite. Donc ça c'est des mutations de classe 1, donc on n'a vraiment pas de canal, donc c'est vraiment les plus sévères. On peut avoir la présence d'un canal mais avec une forme anormale, donc c'est par exemple une protéine qui ne va pas se replier correctement, ou le canal il n'a pas la bonne forme et il ne peut pas s'implanter dans la membrane des cellules exocrines, donc à ce moment-là il ne pourra pas mettre en place les échanges. On a souvent aussi dans ces cas-là une protéine qui va être détruite tout de suite, vu qu'elle est vraiment pas normale. Et donc ça, c'est les mutations de classe 2. C'est dans la classe 2 qu'on retrouve les mutations les plus fréquentes en France, qui sont les mutations qui s'appellent F508del. Donc c'est parce qu'on a une délétion de l'acide aminé F qui est phénylalanine et qui était sur le gène en position 508. On a aussi la possibilité d'avoir un canal avec une forme à peu près normale, mais dans ce cas-là, on a la fonction qui ne va pas vraiment bien marcher. Donc ça peut être les mutations de classe 3 où le canal ne s'ouvre pas. Donc s'il ne s'ouvre pas, il n'y a pas de passage des chlorures. Et les classes 4 où c'est pour d'autres raisons, mais ça revient au même puisqu'on n'a pas finalement de passage des chlorures à travers le canal. Et en dernier, on peut avoir les mutations de classe 5 où là c'est qu'on n'aura pas assez de canal. Donc ça peut être globalement pour deux raisons, soit au niveau des ARN qui vont permettre de donner les protéines, donc le canal, on en a qui sont des ARN normaux et qui vont donner naissance au canal, et puis on a d'autres ARN qui vont être modifiés de manière anormale, et donc au final ça ne pourra pas donner lieu à un canal. Donc ça c'est un manque de synthèse finalement. Mais de l'autre côté, on peut avoir une synthèse normale, mais le canal, une fois qu'il est dans la membrane, il est instable, il n'arrive pas à rester en place, il va être soit endocyté, donc remis à l'intérieur de la cellule, ou dégradé par d'autres méthodes. Mais du coup, la résultante dans ces classes 5, c'est qu'on n'en a finalement pas assez, donc ça ne pourra pas permettre d'avoir une sécrétion des chlorures assez importante en termes de quantité. Avec la mucoviscidose, on parle d'exocrinopathie généralisée. Donc ça veut dire qu'on a une pathologie au niveau des glandes exocrines généralisée à l'ensemble de l'organisme. Donc ça peut toucher aussi bien des cellules dites muqueuses, c'est-à-dire des cellules qui font une sécrétion épaisse de base normalement, ou bien des cellules dites séreuses qui avaient normalement plutôt le rôle de faire une sécrétion fluide, beaucoup plus liquide. Donc dans tous les cas, avec la mucoviscidose, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on a un canal CFTR qui est muté, donc il est soit absent, soit pas fonctionnel. Donc dans tous les cas, on ne pourra pas avoir un échange correct au niveau des chlorures, au niveau de ces cellules épithéliales. Donc pour la majorité des cellules exocrines qui sont touchées, que ce soit au niveau des voies respiratoires, au niveau du pancréas, au niveau des voies biliaires, de l'intestin ou même au niveau des voies reproductrices, le canal CFTR il permettait la sécrétion de ces ions chlorures à travers le pôle apical dans la lumière de la glande ou la lumière de l'organe. Avec cette sécrétion des chlorures, on allait avoir une sécrétion de sodium, et donc avec le chlorure et le sodium, ça fait le chlorure de sodium, donc du sel. Et puis comme on sait que l'eau suit le sodium, on allait aussi avoir une sécrétion d'eau, et ça permettait donc aux produits de sécrétion d'être hydratés. Un autre point aussi intéressant, c'est qu'avec cette sécrétion des chlorures, on avait une sécrétion de bicarbonate. Donc ça permettait d'avoir des sécrétions qui allaient être plutôt alcalines, donc c'est-à-dire plutôt basiques.
Du coup, avec la mucoviscidose, ça se passe pas comme prévu, donc on n'a pas la sécrétion des chlorures, du coup pas non plus de sécrétion d'eau ni de sodium, et donc on se retrouve avec des sécrétions exocrines qui sont beaucoup trop collantes, beaucoup trop épaisses, déshydratées et visqueuses, et qui vont donc s'accumuler, faire des bouchons dans les canaux et dans les organes, et ça va amener pas mal de conséquences et de complications au niveau de toutes ces voies respiratoires, pancréas, le foie, l'intestin, etc. On a donc des sécrétions qui vont être non seulement déshydratées, mais qui vont aussi être trop acides, puisqu'on n'aura pas la sécrétion des chlorures et ça ne s'accompagnera pas de la sécrétion des bicarbonates. Donc toutes ces sécrétions, en plus d'être déshydratées, elles sont aussi beaucoup plus acides. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des glandes sudoripares, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le canal CFTR, il permettait non pas la sécrétion, mais la réabsorption de chlorure à partir d'une sueur primitive initiale, si on peut dire. Et du coup, avec le canal CFTR, on devait avoir cette réabsorption des chlorures. Donc là encore, dans le même sens, réabsorption des sodiums et réabsorption d'eau. Et donc du coup, faire en sorte que la sueur soit un petit peu plus concentrée et moins abondante. Donc là encore, dans la mucoviscidose, ça ne se passe pas comme prévu et on aura une absence de réabsorption des chlorures, donc une absence de réabsorption des sodiums et de l'eau. Et donc on se retrouvera finalement avec une sueur beaucoup plus abondante et beaucoup plus salée. Quand on pense à la mucoviscidose, on pense à l'atteinte respiratoire, donc c'est de ça dont on va parler dans un premier temps. Alors, comment ça fonctionne en temps normal? Donc on a les voies respiratoires, donc les bronches, qui sont constituées de petites cellules épithéliales avec des petits cils et le tout recouvert de mucus. Donc dans ce mucus vont pouvoir être emprisonnées finalement les petites poussières, les petites bactéries, etc. qu'on aura inhalées. Et ensuite, les cellules épithéliales, avec leurs petits cils, elles vont balayer ce mucus, ce qui va permettre de l'éliminer par la toux et donc de nettoyer les voies respiratoires. On a aussi la présence d'un microbiote respiratoire, donc c'est un ensemble de bonnes bactéries qui font en sorte finalement qu'on n'ait pas un développement de mauvaises bactéries si jamais on les respire ou qu'on les inhale. Donc ça c'est pour les bronches, donc pour les voies de conduction, et à l'extrémité des bronches on a les alvéoles. Donc c'est des petits sacs qui sont entourés de capillaires sanguins et qui vont permettre de faire des échanges gazeux, donc les échanges d'oxygène et de CO2. Donc en cas de mucoviscidose, le problème il est au niveau des cellules épithéliales des voies bronchiques. On va retrouver, comme on a expliqué tout à l'heure, une baisse de la sécrétion des chlorures, une baisse du coup de la sécrétion du sodium et d'eau, et donc on va avoir un mucus respiratoire qui va être déshydraté, qui va être collant, qui va être vraiment difficile à évacuer par les cellules ciliées. Donc si on respire des poussières, des bactéries ou autres, elles vont être engluées dans ce mucus très collant et les cellules ciliées ne vont pas pouvoir l'éliminer. Donc finalement ça va donner lieu à un développement bactérien et donc des surinfections qui sont vraiment très fréquentes et très chroniques chez les patients atteints de mucoviscidose. Le fait d'avoir un mucus comme ça respiratoire qui est très épais, ça va perturber aussi les échanges d'oxygène et on aura un mucus qui sera hypoxique, donc c'est-à-dire qui ne sera pas assez oxygéné. Ça pose problème aussi pour le microbiote respiratoire, puisque ce n'est pas les conditions habituelles, et du coup on risque de sélectionner de mauvaises bactéries. Il en va de même pour l'acidité, puisque comme on l'a expliqué tout à l'heure, si on a une baisse de sécrétion des chlorures, on aura aussi une baisse de sécrétion des bicarbonates. Donc on va avoir ici un mucus respiratoire qui va être beaucoup trop acide, et donc cette acidité, elle va perturber le microbiote et risquer finalement de sélectionner de mauvaises bactéries, et ça concourt donc aux surinfections. Donc entre les surinfections et la dysbiose respiratoire, on se retrouve avec une forte stimulation de l'immunité au niveau des voies respiratoires, au niveau des bronches, et donc une inflammation assez importante. Donc qui dit inflammation dit finalement recrutement de cellules de l'immunité, de cellules inflammatoires, et par exemple dans la mucoviscidose, on remarque une forte présence de cellules qu'on appelle des neutrophiles. Alors le problème avec les neutrophiles, c'est qu'ils vont sécréter des protéases, qui sont donc des enzymes qui vont dégrader les protéines au niveau des voies respiratoires, au niveau des cellules. Ça va aussi être des cellules qui vont être responsables d'un stress oxydant assez important. Donc tous ces éléments-là, il faut comprendre que c'est nécessaire normalement pour la réaction immunitaire, mais ici le problème c'est qu'on est vraiment sur quelque chose de chronique. Ça ne s'arrête pas à cause de ces surinfections et à cause de cette dysbiose. Donc on va avoir une inflammation avec des cytokines inflammatoires, les protéases, plus le stress oxydant. Donc finalement on va venir petit à petit dégrader et désorganiser les cellules au niveau des poumons, que ce soit au niveau des bronches ou au niveau des alvéoles. On va pouvoir comme ça avoir différentes altérations avec par exemple les bronchiectasies. Donc ça c'est une dilatation et une dégradation des bronches. On a la même chose au niveau des alvéoles, c'est les athéliectasies. On peut aller jusqu'à une destruction vraiment de tous les sacs alvéolaires, ce qui s'appellera un emphysème. Là ça va être très problématique finalement d'avoir des échanges gazeux corrects. Et on va aussi aller jusqu'à la BPCO, donc la bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est un peu long. Et cette BPCO, globalement, c'est qu'on n'arrivera pas à expirer correctement l'air. Donc on va avoir des difficultés finalement à
à vider les poumons et ils vont rester engorgés finalement, d'où cette notion d'obstruction. À terme, on va aller assez rapidement finalement jusqu'à une insuffisance respiratoire. Donc dans l'insuffisance respiratoire, on aura les poumons qui ne rempliront pas leur fonction de base, qui était quand même d'oxygéner le sang et d'enlever les excès de CO2. Donc on va se retrouver avec une hypoxémie, donc une baisse de l'oxygénation du sang, ce qui amènera derrière à une hypoxie, donc une baisse d'oxygénation des tissus cette fois au niveau des organes. Et on a aussi une hypercapnie, donc ça c'est une augmentation finalement du taux de CO2 dans le sang. L'atteinte respiratoire dans la mucoviscidose, c'est la plus connue, c'est pas la seule en tout cas, et on a une atteinte au niveau des glandes annexes de la digestion qui peut quand même amener à des complications parfois assez sévères, donc c'est ce qu'on va voir ici au niveau du pancréas. Alors, petit point de physiologie, au niveau du pancréas, on a des cellules exocrines qui sont groupées en petites pelotes qu'on appelle des acinies, et c'est donc grâce au canal CFTR que ces cellules acineuses, elles vont pouvoir du coup permettre la création d'un suc pancréatique qui va être alcalin déjà d'une part, donc basique grâce au bicarbonate, et qui sera riche en proenzymes. Donc ces enzymes, ces proenzymes, elles sont inactives dans le pancréas, ce qui permet d'éviter sa dégradation, son hydrolyse finalement. Elles seront ensuite acheminées jusqu'à l'intestin, donc par les canaux pancréatiques, et c'est dans l'intestin qu'elles vont s'activer grâce à l'acidité et donner à ce moment-là donc les formes actives des enzymes qui vont permettre la digestion, aussi bien au niveau des protéines que des glucides que des lipides. Donc ça c'est pour la partie exocrine du pancréas. On a aussi une partie endocrine avec des cellules qui forment ce qu'on appelle les îlots de Langerhans et qui vont produire des hormones, les sécréter dans le sang, avec l'exemple de l'insuline. Mais du coup, au niveau de ces cellules-là, on n'a pas l'implication du canal CFTR, puisque c'est des cellules endocrines, et comme on l'a dit, la mucoviscidose, avec les anomalies du canal CFTR, ça touche les cellules exocrines. En cas de mucoviscidose, l'atteinte pancréatique, elle pose problème au niveau des cellules exocrines, donc au niveau des acinies, puisque le canal CFTR donc, ne va pas être fonctionnel, ne va pas être présent, donc on n'aura pas de sécrétion des chlorures, donc pas non plus de sécrétion de sodium ni d'eau, donc on va avoir un suc pancréatique qui va être très collant, très déshydraté, vraiment très très épais, et qui va être difficile à acheminer correctement au niveau des canaux pancréatiques, et on va donc avoir des bouchons finalement un peu partout au niveau des canaux. Donc ces bouchons ils vont faire monter la pression, puisqu'on a quand même le reste du suc pancréatique qui va arriver et qui va s'accumuler. On va avoir une inflammation assez importante, donc déjà rien que ça va créer une désorganisation au niveau du pancréas et un stress assez important. Puisqu'on a la baisse de sécrétion des chlorures, on l'a aussi expliqué tout à l'heure, ça va entraîner une baisse de sécrétion des bicarbonates. Donc ici on va avoir un suc pancréatique qui sera acide. Or, si on se souvient de ce qu'on a dit juste avant, l'acidité, c'est ce qui est responsable de l'activation des proenzymes en enzymes. Donc là, entre la pression, l'inflammation et l'acidité du suc pancréatique, on a nos proenzymes qui vont s'activer en enzymes à l'intérieur du pancréas. Donc forcément, ces enzymes, elles vont venir dégrader les protéines, les lipides, etc. qu'il y a au niveau des cellules, au niveau du tissu exocrine, puisque les enzymes vont finalement dégrader ce qu'il y a autour d'elles. Donc puisqu'elles sont produites par les acinies, elles vont dans un premier temps dégrader les acinies. Donc on va se retrouver avec une nécrose, une inflammation. Derrière, forcément, on va avoir une cicatrisation avec une fibrose qui va se mettre en place. Et c'est ce qui petit à petit va créer une pancréatite chronique. Donc c'est vraiment une dégradation du pancréas, une inflammation, une fibrose et une désorganisation complète de la glande. Avec la nécrose, on va pouvoir avoir finalement des kystes qui vont se faire avec du liquide de nécrose à l'intérieur. Et ces kystes, du coup, font référence au nom de la maladie en anglais avec la fibrose kystique, donc les fibres et les kystes au niveau du pancréas. On a d'abord une destruction du pancréas exocrine, donc une destruction des acinies. Donc ces acinies ne vont plus pouvoir produire assez d'enzymes. Et puis comme on a des canaux qui vont être bloqués par de la fibrose, le peu d'enzymes qui sera produite n'arrivera pas finalement à atteindre l'intestin. Donc dans tous les cas, on va au premier plan se retrouver avec une insuffisance pancréatique exocrine. Donc pas assez de digestion de façon générale, puisque, rappelons-le, les enzymes pancréatiques peuvent normalement mener à bout la digestion des protéines, des glucides et des lipides. Donc là, on a une maldigestion généralisée avec un risque important de dénutrition, de perte de poids, etc. Au premier plan, ce qui va se voir vraiment au niveau clinique, c'est des selles graisseuses, donc ce qu'on appelle une stéatorée, à cause d'une maldigestion des lipides, et on aura aussi une maldigestion des protéines qui se manifeste par ce qu'on appelle la créatorée. Quand on n'absorbe pas bien les lipides, on n'absorbe pas bien non plus les vitamines liposolubles, donc on aura un risque de carence en vitamines A, D, E et K. Donc ça, c'est pour l'insuffisance pancréatique exocrine. Au bout d'un certain temps, par contre, la nécrose à l'intérieur du pancréas va finir par toucher également le tissu endocrine, donc les îlots de Langerhans, et à ce moment-là, on va se retrouver avec un manque de sécrétion d'insuline et un diabète secondaire. Donc c'est ni un type 1 ni un type 2, c'est vraiment un diabète qui est secondaire à l'atteinte pancréatique, donc ici secondaire à la mucoviscidose. Donc on a vu l'atteinte du pancréas, on va passer maintenant à l'atteinte biliaire.
Donc la bile, c'est quoi? Elle est produite par le foie, elle contient des sels biliaires qui sont nécessaires à la digestion des lipides, mais qui sont aussi des composés irritants, voire toxiques. Et donc la bile ensuite, elle va être acheminée jusqu'à l'intestin, donc par les canaux biliaires, et la bile se mélangera ensuite dans l'intestin aux sécrétions pancréatiques pour mener à bien la digestion des lipides. Donc le canal CFTR, il est présent au niveau des cellules des canaux biliaires, donc c'est-à-dire qu'il n'y en a pas au niveau du foie, c'est pas à l'intérieur du foie qu'on a le canal CFTR, mais c'est vraiment au niveau des cellules des canaux biliaires. Et donc à ce moment-là, avec la sécrétion des chlorures, on aura une sécrétion d'eau et de sodium, et donc ça permettra d'hydrater finalement la bile qui a été produite par le foie, et on retrouvera aussi toujours pareil une sécrétion des bicarbonates, et donc une bile qui sera alcaline. En cas de mucoviscidose, le problème ça va être au niveau des cellules des canaux biliaires. Donc puisque le canal CFTR ne marchera pas, on n'aura pas de sécrétion des chlorures, donc pas non plus de sécrétion de sodium et pas non plus de sécrétion d'eau. Donc on va avoir une bile qui va être très déshydratée, très collante, très difficile à acheminer au niveau des canaux biliaires. Donc on va se retrouver finalement avec des bouchons, donc des calculs, des lithiases biliaires, qui vont bloquer l'évacuation de la bile finalement, puisqu'elle va rester au niveau des canaux biliaires. Donc le problème à ce niveau-là, c'est que si la bile, elle n'atteint pas l'intestin, elle ne pourra pas amener les sels biliaires au niveau intestinal et donc ne pourra pas aider à la digestion des lipides. Donc on va se retrouver là avec une maldigestion des lipides, avec toujours la même chose, les stéatorées et les carences en vitamines liposolubles. Donc finalement, cette atteinte-là, elle a une double origine, c'est à la fois l'insuffisance biliaire et l'insuffisance pancréatique exocrine dont on parlait juste avant. L'autre problème du fait que la bile va rester finalement bloquée dans les canaux biliaires, c'est qu'elle va s'accumuler, ça va faire monter la pression, ça va créer de l'inflammation et ça va aussi augmenter le temps de contact entre les sels biliaires qui sont quand même assez irritants, on l'a dit tout à l'heure, et les cellules des canaux biliaires. Donc finalement on va se retrouver avec une cholangite, donc une inflammation des voies biliaires, avec une destruction, une irritation, etc. Et donc petit à petit une réparation, une cicatrisation par fibrose. Donc on aura d'abord une cirrhose biliaire, donc c'est cette fibrose au niveau des voies biliaires. Le problème, c'est qu'ensuite, cette inflammation et cette fibrose vont pouvoir se délocaliser à l'ensemble du foie et on a à ce moment-là un risque de cirrhose, pas juste au niveau des voies biliaires, mais une vraie cirrhose du foie. En cas de mucoviscidose, la principale complication qu'on retrouve en cas de cirrhose, c'est l'hypertension portale. Puisqu'on a une augmentation de l'espérance de vie chez les patients mucos, on a aussi l'apparition de cancer. Et à cause de l'inflammation, ici, on remarque un risque plus important de cancer des voies biliaires et de la vésicule biliaire. Donc on va voir un petit peu quelques autres atteintes rapidement, donc avec l'atteinte au niveau de l'intestin. Donc on retrouve toujours finalement le même mécanisme avec des cellules qui produisent le mucus intestinal, qui vont avoir une sécrétion diminuée au niveau des chlorures, donc aussi au niveau du sodium et de l'eau, ainsi que des bicarbonates. Donc on se retrouve avec un mucus intestinal finalement qui est très visqueux, très collant, c'est toujours le même concept, il sera difficile à évacuer. Donc à la naissance, ça peut se manifester par un retard d'émission de ce qu'on appelle le méconium, donc c'est les premières selles du nourrisson, c'est une sorte de liquide amniotique digéré. Pour les enfants et l'âge adulte, donc on a toujours ce mucus collant et on a aussi également cette acidification au niveau du mucus, ce qui perturbe vraiment le microbiote intestinal, qui n'est pas habitué normalement à avoir un pH aussi acide au niveau de l'intestin, puisqu'on rappelle qu'en temps normal, on a quand même du bicarbonate qui est produit par l'intestin lui-même, par le suc pancréatique et par la bile. Or là, ces trois sécrétions sont compromises, donc on a vraiment un mucus intestinal beaucoup trop acide et ça crée une dysbiose, avec une augmentation des souches qui sont plutôt délétères, irritantes avec les entérobactéries, et une baisse des souches protectrices, des souches anti-inflammatoires, comme les bifidobactéries. Donc on se retrouve vraiment avec un facteur d'inflammation assez important à cause de cette dysbiose. La dysbiose, elle est aussi aggravée finalement par la prise d'antibiotiques, puisque comme on est chez des enfants qui ont souvent des surinfections respiratoires, etc., il n'est pas rare qu'on leur donne des antibiotiques finalement par voie orale, quoi. Donc ça va perturber le microbiote intestinal. Donc le problème avec cette dysbiose, c'est que ça va perturber quand même pas mal de choses au niveau intestinal. Donc ça peut perturber la motricité intestinale et créer des troubles du transit. Donc entre la dysbiose et le mucus qui est difficile à évacuer, on a un risque de ralentissement du transit. Avec la dysbiose, on va avoir une inflammation intestinale, donc on va avoir un intestin plus poreux finalement, une hyperperméabilité au niveau de l'intestin. Donc ça, il y a pas mal d'études qui montrent que ça peut augmenter les troubles au niveau du foie, puisque entre l'intestin et le foie, on a juste la veine porte. Et si on a un intestin plus poreux, finalement, on risque d'absorber des toxines ou des éléments bactériens, etc., qui pourront aller directement au niveau du foie et du coup créer une inflammation et une atteinte au niveau du foie, avec par exemple un risque plus important de cirrhose. Pour l'atteinte au niveau des glandes sudoripares, on l'a dit en introduction, on a l'effet inverse par rapport à tout ce qu'on vient de voir précédemment.
Donc au niveau de la sueur, je le rappelle, on a une sorte de sueur très diluée initiale qui ensuite doit se faire concentrer par l'action du canal CFTR qui permettrait donc normalement de réabsorber les chlorures et donc derrière de réabsorber le sodium et l'eau. Du coup ici ça va pas se faire, donc on a les enfants qui ont la mucoviscidose qui sont des bébés salés, donc ça permettait d'aider avant au diagnostic, simplement en se disant que quand on touchait les enfants et qu'on sentait qu'ils avaient un goût un peu salé, ça donnait le signe de la mucoviscidose. C'est toujours un signe qui fait partie du diagnostic, mais le test est un petit peu plus précis et c'est vraiment un dosage des chlorures dans la sueur. Et donc si on double la dose de chlorure par rapport à la valeur normale, c'est le test de confirmation justement qui nous montre qu'on a bien la mucoviscidose. Le problème également avec les enfants qui ont la mucoviscidose, c'est qu'en cas de forte chaleur, ils vont vraiment se déshydrater très très vite et perdre beaucoup de sel et beaucoup d'eau. Donc souvent il va y avoir un risque de déshydratation et on va essayer de prévenir ce risque en réhydratant et en donnant du sel aux enfants. En dernier, on a aussi une atteinte au niveau de l'appareil reproducteur, donc que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, et on a une hypofertilité, donc une baisse de la fertilité. Donc en conclusion, la mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui touche du coup de nombreuses cibles avec majoritairement une atteinte au niveau respiratoire avec une insuffisance respiratoire, des échanges gazeux qui vont être perturbés, des surinfections très fréquentes, une atteinte pancréatique avec du coup une insuffisance pancréatique exocrine vraiment au premier plan avec des troubles de la digestion qui vont devoir donc être aidés par des gélules qui contiendront des enzymes pancréatiques qui devront être prises à chaque repas. On a aussi une atteinte biliaire qui vient participer à cette maldigestion des lipides, donc avec ces deux éléments, on a un risque de dénutrition quand même qui est assez important.